Et voilà, on est reparti pour cette seconde partie de questions d'actualité au gouvernement. Nous sommes toujours le 27 mai 2026, hein, ça n'a pas changé. Il est 15h, nous sommes en direct du Sénat et Gérard Larcher va ouvrir la séance du côté du Sénat. Alors, est-ce qu'on va avoir des hommages aujourd'hui ? J'arrive pas à voir si on a le pupitre. Non, il n'y a pas de pupitre. Donc normalement, il n'y a pas d'hommage. Voilà. Après, bon, ça peut popper d'un coup. Attention, priorité au direct, une news vient de tomber. Et puis sinon, pour le forum, il est toujours ouvert, donc on en parle après les QAG du Sénat. D'ailleurs, YouTube, si vous voulez venir nous voir en stream, on est là pour les questions d'actualité au gouvernement tous les mercredis, de 13h45 à 17h. Et donc, c'est le moment de parler avant ou après de sujets politiques, si vous voulez nous rejoindre. Ouverte. Abonnez-vous. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ça va le son ? L'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Je vous rappelle que notre séance est retransmise en direct sur Public Sénat et sur notre site internet. Et sur la chaîne Twitch de Saslil. Chacune de nos séances sera attentif au respect, bien sûr, des uns et des autres. J'ai oublié de faire la prédiction. Je donne immédiatement la parole à notre collègue Sophie Briante-Guillemont pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole. Et donc on commence avec les sociodémocrates. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre déléguée chargée des Français de l'étranger. Madame la ministre, depuis vendredi dernier et jusqu'à ce midi, les Françaises et Français de l'étranger étaient appelés à élire leurs conseillers des Français de l'étranger, leurs élus de proximité. Ah bah justement, on en parle tout à l'heure. Depuis vendredi dernier, nous sommes assaillis de plaintes sur le dysfonctionnement de ce vote électronique qui a privé des milliers de nos compatriotes d'achever leur voix et de pouvoir s'exprimer. En cause, évidemment, une solution de vote électronique qui est complexe, puisqu'il faut un double système d'authentification, mais aussi certains dysfonctionnements qui concernent le monde entier. Je n'aurai pas le temps de citer tous les pays qui nous ont signalé des dysfonctionnements, mais un envoi et des problèmes massifs sur les SMS qui contiennent le code pour voter, les identifiants non récupérables avec des numériques non identifiés, bref, un certain nombre d'éléments qui n'ont pas permis à des milliers de Français de l'étranger d'exprimer leur voix. Madame la ministre, ma question est très simple. Comment est-ce que vous expliquez ces dysfonctionnements ? Et voilà pourquoi je n'ai pas confiance dans le vote électronique. Ministre délégué chargé de la francophonie et les Français de l'étranger, Madame Carrois, vous avez la parole. Ah bah décidément, Carrois est brille aujourd'hui. Monsieur le Président, Madame la sénatrice Sophie Briante, vous avez raison, depuis quelques jours, les Français de l'étranger ont la possibilité de voter par Internet pour élire leurs représentants, les Français de l'étranger. Ce vote par Internet, ouvert sur une durée de plusieurs jours et qui s'achevait aujourd'hui à midi, n'est qu'une des formules, des possibilités pour exprimer, pour exercer ce droit de vote qui peut se faire, je le rappelle, à l'urne le 30 mai pour les citoyens qui résident sur le continent des Amériques et le 31 mai pour ceux qui habitent sur le reste du monde. Vous avez fait part d'un certain nombre de dysfonctionnements et de problèmes qui sont aussi remontés au portail de vote par Internet, qui a répondu avec célérité et qui continue à chercher des réponses dans un certain nombre de géographies où il n'est évidemment pas simple de pouvoir envoyer un SMS avec des identifiants. C'est le cas notamment de la Chine, c'est le cas, et vous comprendrez aisément pourquoi, de l'Iran et d'autres géographies. Ayant été moi-même élue député des Français de l'étranger, et je sais que vous êtes aussi sensible et que vous connaissez cette thématique, il est très difficile d'organiser des opérations de vote par Internet qui regroupent l'ensemble de la planète, car il y a certaines fonctionnalités qui dépendent des opérateurs locaux. Pour autant, le nombre de votants aujourd'hui est bien supérieur à ce qu'il était lors du dernier scrutin des conseillers des Français de l'étranger. Alors je peux vous assurer que toute l'équipe de la DFAE que je visite régulièrement, et j'étais là à l'ouverture mais on n'a pas le Internet, taux de est mobilisée pour répondre pleinement à ces difficultés et à nos compatriotes qui n'auraient pas pu voter par Internet. Rappelons d'ailleurs qu'une solution permet, sans envoi de SMS avec l'identification numérique, de le faire de manière beaucoup plus simple. À tous les autres, il leur reste la possibilité de voter, évidemment, dans les bureaux de vote qui seront ouverts les 30 et 31 mai prochains. Ouais. J'ai l'impression que ça sent un peu l'arnaque pour dire oui, promis ça a voté, promis ça a participé. Participation en Chine, 0,5% en Iran. Voilà. 2% au Mali, alors que les personnes ne pourront pas aller voter à l'urne pour des raisons de sécurité. Le vote à l'urne a été annulé, on l'a appris hier. 12% de participation au niveau global, c'est 1 point de moins qu'en 2021, alors que la communication a quand même été poussive et on a eu depuis 5 ans pour travailler le sujet. C'était une arnaque. Nous avons eu 2 tests grandeur nature qui nous ont permis déjà de remonter un certain nombre de difficultés qui n'ont pas été résolues au moment de l'ouverture du portail. Je regrette un manque d'anticipation sur ce sujet.
Voilà, donc le promis, ça a plus La participé. parole est En fait, maintenant non. Madame la Présidente Sylvie Robert pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Merci, Les socialistes. Monsieur le Président. Madame la ministre de la Culture, le monde de la culture est inquiet, légitimement. De nombreuses raisons l'expliquent en ce moment. Baisse des soutiens publics, rupture du consensus territorial, censure, voire autocensure. Mais aujourd'hui, il est aussi et surtout la cible d'un industriel d'extrême droite qui a décidé de s'acheter des outils d'influence pour servir son agenda politique. En agissant sur les médias et sur la culture, Vincent Bolloré veut avoir la main mise sur l'ensemble de la chaîne de valeur qui structure les diverses filières culturelles. Si de tels phénomènes se développent dans notre pays, entraînant de vraies inquiétudes sur la diversité et l'indépendance, ce qui se joue en ce moment est clairement lié à un projet idéologique assumé qui menace notre modèle culturel français. Aussi, l'urgence devient de sauvegarder l'essentiel, Madame la Ministre, c'est-à-dire notre cadre démocratique, ses principes fondamentaux, la liberté d'expression, la liberté de création, la liberté de programmation. Pour ce faire, nous connaissons et beaucoup souscrivons à l'une des solutions, limiter la concentration économique qui renforce le pouvoir et l'influence de quelques-uns au point de placer notre démocratie sous emprise. Il devient plus que nécessaire de mieux réguler ces phénomènes de concentration verticale pour garantir l'indépendance, la diversité et finalement notre souveraineté. Alors Madame la Ministre, devant cet état de fait, êtes-vous prête à agir pour réguler ces mouvements de concentration dans les médias et la culture qui deviennent une préoccupation démocratique majeure? Oui, elle va répondre comme d'habitude. Pour vous répondre, la parole est à je veux Madame pas la ministre agir. de la Culture. Catherine Pégard, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, je sais l'attention que vous portez à nos industries culturelles et au respect de leur pluralisme. Comme le Président de la République l'a rappelé à l'occasion du Festival du Livre, protéger la diversité de nos industries culturelles et leur pluralisme est en effet essentiel. Quand il s'agit de la vie des idées, des arts, de la culture, limiter la liberté de création ou d'expression ne peut être un objectif, en aucun cas, en aucune circonstance. Les garanties de ce pluralisme, c'est d'abord notre état de droit et les instruments qu'a mis en place la loi, notamment en matière de régulation des médias audiovisuels. C'est aussi notre modèle de soutien aux industries culturelles. Il repose sur des mécanismes sectoriels, comme le prix unique du livre par exemple, ou sur l'intervention publique, comme pour le financement de la création et de la production cinématographique et audiovisuelle. Ce modèle français est un modèle qui conjugue les partenariats publics et privés au service Remarquez comment elle brode pour des pas différentes répondre. industries culturelles, précisément dans cette Elle a fait la même objectif de chose la semaine diversité dernière. et de pluralisme. Je le répète, ne nous trompons pas de combat. Le vrai défi, celui que nous partageons, Madame la sénatrice, c'est de conforter notre modèle, d'en améliorer l'efficacité. J'observe que de très nombreux professionnels, de grands dirigeants du monde économique expriment la même volonté de vigilance et d'apaisement. Le dialogue, je m'y emploie chaque jour, croyez-le, vaut mieux que l'invective pour trouver des solutions. Je vous remercie. Madame la Présidente. Oui, merci Madame la Ministre. J'attendais finalement une autre réponse de votre part. Oui, la semaine dernière aussi. Je m'adresse à mes collègues de droite. Avec ce qui vient d'arriver comme nouvelle ce matin, Monsieur Bolloré va devenir une affaire d'État, voire même un danger pour la République. Parce que pour que le slogan de l'exception culturelle ne soit pas seulement un vain mot, aujourd'hui, vraiment, il faut agir et c'est au niveau européen aussi. Et Madame la Ministre, je voudrais qu'on donne l'exemple pour que la législation européenne suive le modèle français. Et je crois que c'est notre responsabilité. Alors, j'ai pas la référence de ce qu'elle a dit. La parole est à notre collègue Qu'est-ce qui s'est passé ce Marianne matin Bargaté pour le groupe communiste, républicain, citoyen, écologiste. Kanaki, vous avez la parole. Les communistes, et on va parler Monsieur logement. le Président, Monsieur le Ministre, l'encadrement des loyers doit être pérennisé, amélioré, généralisé. Vous attendiez le rapport pour vous prononcer, il est entre vos mains. Vous avez les chiffres, entre 2 et 4% de baisse de loyer par rapport à la situation sans encadrement, 5% à Paris. Cela représente un gain en moyenne de 85 € par mois pour les locataires et ce n'est pas rien. Ce que dit le rapport aussi, c'est qu'il n'y a pas de diminution du marché privé due à l'encadrement des loyers. Il suffit de comparer les trajectoires des villes qui ont l'encadrement des loyers et celles qui ne l'ont pas, comme à Nice. L'offre locative baisse dans tous les cas et de la même manière.
Nous vous appelons donc à notre tour, Monsieur le Ministre, à ne pas faire d'idéologie sur un tel sujet, alors que les éléments objectifs concordent en faveur de sa pérennisation. Si l'encadrement des loyers est peu respecté, ce n'est pas en le supprimant qu'on améliorera les choses, bien au contraire. C'est en se donnant les moyens de contrôler son respect, en particulier sur les petites surfaces, c'est en restreignant le complément de loyer, c'est en luttant contre les stratégies de détournement à travers les baux civils ou baux mobilité, c'est en responsabilisant les plateformes. Les collectivités territoriales qui l'ont mis en place ont des propositions très précises et elles savent combien l'encadrement des loyers est utile aux étudiants et aux familles. Faites confiance aux maires lorsqu'il s'agit de garantir le droit au logement et de protéger les locataires. Monsieur le ministre, l'encadrement des loyers n'a pas vocation à remédier à la crise structurelle du logement ni à être redistributif. Il a vocation à protéger les locataires des excès du marché privé dans les zones tendues et ne pas exclure des centres urbains les classes populaires et les classes moyennes. L'encadrement des loyers est une réponse à la fièvre, pas à la maladie, et la fièvre est là. Monsieur le ministre, allez-vous entendre les locataires, les maires, celles et ceux qui se battent en faveur du logement pour tous et pérenniser l'encadrement des loyers? Je vous remercie. Voilà, ça par exemple, c'est une excellente question. La parole est au ministre de la Ville et du Logement, Monsieur Jeanbrun. Et là, vous allez voir une réponse désastreuse. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Margaté. D'abord, effectivement, comme j'avais pu m'y engager ici dans cet hémicycle, nous attendions le rapport. Le rapport est arrivé, il a été publié, le travail de transparence a été effectué. Nous sommes toutes et tous en train de nous plonger dans ce rapport. Vous en avez fait une lecture, d'autres pourraient en faire une un petit peu différente en montrant que cette expérimentation qui était là justement pour qu'on ait de la donnée, qu'on regarde comment ça fonctionne, montre que objectivement le plafonnement tel qu'il a été mis en œuvre n'apporte pas complètement satisfaction et n'est pas pleinement efficace. D'abord parce qu'il y a une diminution des loyers, vous l'avez dit, mais elle n'est pas non plus significative. Il est facile, vous l'avez dit également, de contourner le dispositif. C'est un problème aujourd'hui de cette expérimentation. Et au-delà de ça, on le voit bien, on a aujourd'hui un dispositif qui, à mon sens, n'atteint pas complètement sa cible, puisque c'est surtout les familles les plus aisées, parmi les derniers déciles, qui en profitent le plus. Par conséquent, on peut s'interroger sur le fait qu'un dispositif qui vient créer moins de rotation dans le parc et une raréfaction de l'offre soit maintenu. Pour autant, je l'ai toujours dit ici, il faut aborder cette question sans dogmatisme. Et vous l'avez dit également, moi j'ai été maire, je fais confiance aux maires et je considère que renforcer la boîte à outils des maires, ce n'est jamais un sujet. Au contraire, il faut leur donner la liberté d'action. Pour ce faire, je vais proposer dans les prochaines semaines une concertation avec les villes qui bénéficient aujourd'hui de cette expérimentation, avec les parlementaires qui le souhaiteront, de façon à ce qu'on puisse tirer un bilan de cette expérimentation ensemble et voir comment mettre en œuvre des outils demain. Avec en revanche, une certitude, c'est qu'on ne va pas lutter contre la pénurie en renforçant la pénurie. Et donc, la stratégie long terme doit être celle qui a été présentée par le Premier ministre, à savoir un ambitieux plan de relance du logement, de manière à créer un véritable choc de l'offre, un choc de confiance également, pour pouvoir construire plus, rénover plus et faire en sorte que structurellement et sur le long terme, nous puissions sortir de cet dispositif. En tout cas, je vous donne rendez-vous pour une concertation, une analyse sans dogmatisme de ce rapport. Merci. Voilà, donc que des mots, aucune annonce, rien du tout. De l'incantatoire. La parole est à notre collègue Nathalie Goulet pour le groupe de l'Union centriste. Les sénateurs de François Bayrou. Oui, Monsieur le Président, Nathalie quand Goulet. les bornes sont dépassées, dit-on, il n'y a plus de limite. Il y a quelques semaines, j'alertais sur le piratage en masse des données à NTS et autres France Connect devenues France Passoire. Cette fois, ce sont nos données de santé, ce n'est plus France Passoire, c'est entre la Bérésina et le Titanic. Qui aurait pu prédire, après les attaques de 2021, 2022 et 10 millions de données en 2024, les opérateurs Viamédis et Almeris avaient laissé fuiter les données de santé de 33 millions d'assurés. Votre prédécesseur, Madame le Ministre, ne m'avait pas rassuré lors d'une QAG du 14 février 2024 et j'avais bien raison. Depuis lors, aucune sanction n'a été prise. L'enquête de la CNIL est toujours en cours. No stress. Et comme le dit le dicton,
un pirate heureux comme un fraudeur heureux est un pirate qui revient. Donc Almeris est victime aujourd'hui d'une cyberattaque massive, 44 millions de données, 15 millions de numéros de sécurité sociale, 674 organismes de santé complémentaires. Ces fuites massives de données, c'est la porte ouverte aux fraudes sociales. Notre système de protection sociale est un aimant à fraudeurs. On le sait tous, mais moi surtout. Et donc, les fuites massives de données, c'est aussi l'explosion d'usurpation d'identité. Plus de 300 000 un aimant à fraude sociale et le melon. Il n'y a rien qui va, Nathalie. C'est la mort sociale. Coucou, ouverture de compte bancaire, souscription de crédit, trafic de cartes grises, amende de stationnement. Madame le ministre, que comptez-vous faire pour protéger ces données, sanctionner les organismes et les prédateurs de tout poil et aider les victimes d'usurpation? Je dirais surtout que la France est un aimant à fraude fiscale, La ministre de la plus Santé, que sociale. Madame Mais bon, Rist. je suis au courant, particulièrement moi. Hein. Non, Madame la sénatrice Nathalie Voilà. Goulet. Vous m'interrogez sur un enjeu majeur que constitue la fuite des données, particulièrement les données de santé. Je l'aimais déjà pas depuis la niche sénatoriale du mois dernier, la Nathalie Goulet. Bah, je l'aime encore moins. Et on va peut-être la retrouver le 11 juin. Accrochez-vous. Dans le cas que vous citez, pour Almeris, les investigations sont en cours sur la fuite de données révélée la semaine dernière, qui semble avoir touché cette société. Cet incident rappelle malgré tout l'absolue nécessité de mettre en place une authentification forte sur les plateformes qui manipulent des données sensibles, ce que sont évidemment les données de santé. Le gouvernement est particulièrement mobilisé sur ce sujet. Tout d'abord, le constat est clair, nos établissements de santé et médico-sociaux accusent un retard dans le domaine lié à un sous-investissement passé dans le numérique, mais nous agissons on n'aurait pas investi dans les services publics. La sécurisation de nos établissements, tant sur les problématiques techniques que d'organisation. On a des premiers effets, un impact cyber en baisse dans les établissements, alors que la menace reste à un niveau très élevé. Pour la sécurisation de l'authentification des utilisateurs, en passant par ce qu'on appelle une authentification forte et en renforçant les exigences de sécurité dans le cadre du Ségur numérique, dont la deuxième vague d'installation est en cours en ville comme à l'hôpital. C'est tout le sens aussi des annonces du Premier ministre qui souhaite engager des mesures fortes de pilotage du numérique en interministériel, remettre de l'ordre dans l'État. Mais face à cette menace cyber, l'État effectivement doit agir, mais les efforts doivent aussi être collectifs, qu'ils soient publics ou privés. Je vous remercie. Madame Goulet. Ouais, enfin c'est la même enquête qu'il y a 2 ans et on en est toujours au même point. Donc comprenez que je sois toujours pas plus rassurée. Je veux dire, à ce niveau d'incompétence, c'est pratiquement de la complicité, Madame la Ministre. Enfin, il faut quand même exagérer. Et puis, comme en 2024, face à cette débandade qui continue, moi je vous suggère quand même de ne pas donner suite au projet d'allocation sociale unifiée et automatique, parce que là, vraiment, c'est un aimant à fraudeurs. Mais faut arrêter, hein. Elle a un problème. Hein. Elle a un problème, Nathalie Goulet. Hein. La parole est au président Guillaume Gontard pour le groupe écologiste Solidarité et Territoire. Le président du groupe, donc c'est Sébastien Lecornu qui va répondre. Premier ministre, quelle devrait être l'attitude de la France face au gouvernement d'un État qui mène des guerres récurrentes contre ses voisins, les occupe militairement, les colonise et les annexe? Quelle devrait être l'attitude de la France face à un gouvernement qui pratique l'apartheid envers un peuple occupé, rétablit la peine de mort seulement pour ce peuple, construit un mur pour s'en séparer et pratique la torture? Quelle devrait être l'attitude de la France face à un gouvernement qui organise un génocide et tue les journalistes qui le documentent? Quelle devrait être l'attitude de la France face à un gouvernement qui commet des actes de piraterie dans les eaux internationales pour arrêter, humilier, torturer et violer des humanitaires? Quelle devrait être l'attitude de la France face à un ministre qui, si fier d'une telle barbarie, humilie encore ses militants devant les caméras? Monsieur le Premier ministre, ce gouvernement voyou existe. C'est celui de Netanyahou. Il cherche à faire disparaître la Palestine et agresse le Liban, notre allié traditionnel. 600 de nos soldats de la FINUL sont pris entre le tir de Tsahal et du Hezbollah sans que la France n'agisse pour un cessez-le-feu. Monsieur le Premier ministre, le gouvernement israélien nous humilie tous les jours. Alors que nous aurions dû décréter un embargo sur les armes, c'est Israël qui annonce il y a 2 mois ne plus nous en acheter. La semaine dernière, son ambassadeur a séché votre convocation. Cette impunité, érigée en système, encourage toutes les provocations et les pires atrocités.
Monsieur le Premier ministre, coopérez pleinement avec la CPI et appliquez ces mandats d'arrêt. Plaidez avec force pour la suspension de l'accord Union européenne-Israël. Exigez des observateurs indépendants dans les prisons de Tsahal. Et soyez à l'initiative d'une large coalition de la paix pour imposer un corridor humanitaire protégé militairement vers Gaza. Enfin, la France a reconnu l'État de Palestine. Ouvrez notre ambassade. Parfait. J'ai rien à dire sur la question était parfaite. Pour vous répondre, la parole est au Premier ministre. Accrochez-vous, pas de limite de temps de parole. Président du Sénat, mesdames et messieurs. Et merci pour le follow, Monsieur le SAC2. Le président Gontard, je vais essayer de vous répondre le plus précisément possible et dans un dossier, dans une situation qui est plus que grave, je crois qu'il faut faire preuve de précision et de nuance. Précision, merci dans le choix de vos mots parce que j'ai suffisamment combattu la France insoumise dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale qui, pour des raisons absolument abjectes, entretenait, vous ne l'avez pas fait, entretenait la confusion entre État, gouvernement et peuple s'agissant d'Israël. Et je redémarre par là ce que nous apprenions jadis à l'école en éducation civique. Un peuple a le droit à son existence, particulièrement le peuple israélien, avec son État. Dès lors, cela permet de critiquer le gouvernement qui est à la tête de cet État. Et si ces choses sont entendues dans cet hémicycle, ce n'est pas toujours contagieux d'un point de vue bicaméral avec l'Assemblée nationale et singulièrement le groupe de la France insoumise. Donc déjà, je voulais commencer par la clarté des choses. On peut défendre l'État d'Israël, son existence, sa capacité à se défendre, la sécurité de son peuple et critiquer son gouvernement. Ceci étant dit... Oui, enfin, il n'y a pas de critique du gouvernement de ce côté-là. Je crois que, et ça a été suffisamment reproché à la diplomatie française depuis maintenant plus de 2 ans, j'en sais quelque chose comme ancien ministre des Armées, nous sommes le premier pays européen à clairement nous être fâchés avec le gouvernement israélien. Et pour quelle raison? Le droit international, les frappes à Gaza, parfois même la protection de nos propres intérêts, la sécurité de nos soldats, notamment qui servent dans le cas d'un mandat des Nations Unies, la FINUL, et rappelez-vous, la sécurité pour la sortie de nos propres otages qui étaient en détention par le Hamas, sur lequel nous avions une divergence de vue, de stratégie très profonde sur la manière de les faire sortir justement des mains de leurs geôliers. Première chose. Deuxième chose, Monsieur le Président, il ne faut pas laisser croire que, précisément, nous n'avons rien fait. Il n'y a pas, et ça pour le coup je le répéterai à l'envi jusqu'à la fin, il n'y a pas de vente d'armes françaises à Israël. Et pourtant, il n'y en a pas. Donc arrêtons de dire embargo, pas embargo, c'est Israël qui décide de pas nous en acheter. Nous avons pris une décision politique. On a les documents. Pris d'ailleurs Sébastien, on a les documents. Bien avant nous, quand je dis des gouvernements, des présidents de la République bien avant nous. Et pour cause, les membres de la Commission de la Défense ici en savent quelque chose, Israël est un des plus gros concurrents de l'industrie de défense française. Donc arrêtons de faire croire qu'il y a des logiques de dépendance. Ce n'est pas vrai. Les seuls composants qui existent, les seuls, et nous l'assumons, ce sont des composants pour les missiles de défense sol-air qui servent pour le dôme de fer israélien. Et pour quelle raison? Parce que le dôme de fer protège des populations civiles. On revient à la population et le peuple. Donc de grâce, on peut combattre le gouvernement, le président de la République, tout ça est entendu. Ne laissons pas à croire à des Françaises et des Français qui nous regardent que, au fond... Non, mais vous voyez bien sur les réseaux sociaux, j'en profite, pardon, président Gontard, mais enfin, il y a quand même cette ambiguïté qui est créée par on sait qui très à gauche, laissant entendre au fond, allez, encore une balle perdue, français de bonne foi, que le gouvernement de la République n'est pas clair sur les ventes d'armes en Israël. Bah, c'est exactement ça en fait. Française fait. Oh là là. Vous avez pas rappelé dans votre question la reconnaissance par la France. Bah, faut croire que oui, croque-une. En appelant, évidemment, tu sais, on a eu 10 ans de macronisme, hein, donc j'ai même envie de dire que c'est même pas légal, c'est autorisé et encouragé de mentir comme ça. Puisque État, peuple, gouvernement, le comportement de ce ministre israélien, qui est un comportement qu'il faut politiquement condamner, moralement condamner, c'est entendu, mais ça ne suffit pas. Mais tu le fais quand, Sébastien? T'as jamais condamné. L'Assemblée nationale. Ça ne suffit pas parce qu'il est récidiviste. Ça ne suffit pas parce qu'il est clairement dans une incitation à la haine. Puis pardon, nous sommes dans le Parlement de la République, ici française. En plus, ça ne peut pas suffire parce qu'il y a des ressortissants français qui étaient concernés par cette mise en scène complètement scandaleuse et qu'il faut dénoncer. C'est pour ça qu'une première décision a été prise. Interdiction du territoire national pour ce ministre, ça ne suffit pas.
La deuxième décision qui doit être prise, ce sont des sanctions. Vous savez comme moi, président Gontard, qu'elles ne sont efficaces que si elles sont prises à l'échelle de l'Union européenne. Le changement à la tête de la Hongrie a déjà permis, vous le savez, un paquet de sanctions sur des colons d'être pris, et nous souhaitons fortement que ces sanctions puissent être prises. Les choses, est-ce qu'elles sont trop lentes? La réponse est oui. Notez que les Verts allemands, jusqu'à il y a peu, eux-mêmes se refusaient à ce genre de choses. Ils ont changé d'avis. Donc il faut qu'on arrive à tout prix, parce que l'Allemagne est évidemment, vous le savez, M. Jadot, vous savez bien que l'Allemagne était l'élément qui permet d'avoir une majorité pour ce faire, et donc il nous faut convaincre les partenaires de la CDU de changer de position sur c'est bien ce l'Union sujet, européenne. sur On les peut rien choses faire sans françaises l'Allemagne. qui nous regardent. Nous souhaitons, nous, la France, que fait le gouvernement, des sanctions pour ce faire. Troisième chose, il y a des citoyens français dans cette mise en scène. Ça veut donc dire que le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères va recevoir les avocats de nos compatriotes français qui sont concernés. Un examen juridique est en train d'être fait et je souhaite à titre personnel, si les éléments sont constitués, que nous puissions saisir la justice française, parce qu'on parle de citoyens français, que nous croyons encore à l'état de droit, à la relation entre les États, à un fonctionnement normal, il faut bien le reconnaître, de notre diplomatie. Et par définition, si la justice française doit être saisie, elle sera saisie. Mais je pense qu'il ne faut pas se laisser aller dans le piège aussi qui nous est tendu par une partie de l'extrême droite israélienne, pour dire les choses très directement. Il y a la diplomatie, il y a la grande histoire, et celle-là, pour le coup, elle passe par la défense de nos intérêts, mais aussi de nos valeurs. Oh là 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 Merci. là. La parole est à notre collègue Agnès Evren pour le groupe Merci, des Monsieur le Républicains. Président. Ma question t'attends s'adresse au ministre de la Justice. Oh là là, Agnès, Monsieur le ministre, 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est l'âge des victimes des crimes et délits sexuels commis dans le périscolaire parisien. Des enfances brisées, des familles traumatisées. 110 écoles visées par le parquet, une école sur 6. 2 prédateurs déjà incarcérés pour viol sur une vingtaine d'enfants. Des chiffres qui révèlent une réalité absolument insoutenable, le caractère systémique de ces violences sexuelles. Les alertes existaient pourtant. Les responsabilités, y compris pénales, doivent être établies sans aucune exception. Je le dis, dès 2015, un rapport de l'inspection pointait des dysfonctionnements graves sur la gestion des signalements. je crois que la mairie de Paris a lancé son enquête. Dès 2015, des élus et des parents d'élèves, dans une détresse absolue, alertaient. Par contre, c'est chaud que ça ait duré Pire autant de temps. encore, la municipalité a simplement déplacé des prédateurs sexuels d'école en école plutôt que de saisir la justice. 11 ans d'omerta systémique, 11 ans d'inaction. Et je le dis, mes chers collègues, avec gravité, le 2 poids 2 mesures est devenu insupportable. Pourquoi un tel silence autour de ces crimes dans l'école publique, alors que d'autres scandales dans l'enseignement catholique et la sinistre affaire de Betaram ont suscité à juste titre une indignation immédiate, une mobilisation massive. Oui, enfin, c'est la droite qui a tenté d'étouffer Betaram aussi. Hein. Aurait-elle été la même Agnès, balai si devant ta porte, s'il te la municipalité plaît. concernée avait été de droite? Je pose la question. Pourquoi ce silence pendant 11 ans? Elle est sérieuse, là? Ce silence coupable. Monsieur le ministre, votre circulaire reconnaît à juste titre, implicitement, que le système a failli et je vous en remercie. Alors je vous pose une question très simple. Que comptez-vous faire concrètement pour garantir la protection de nos enfants sur le temps scolaire et périscolaire? Je vous remercie. Le parti politique qui a voulu étouffer l'affaire Betaram nous dit que si eux avaient eu les manettes de la mairie de Paris, il n'y aurait pas eu 11 ans d'omerta. Allez-y, on vous croit. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice Evren, je me suis exprimé hier à la demande de Sylvain Maillard et je répondrai de la même façon. D'abord, petit 1, nous avons tous collectivement à mieux entendre la parole de l'enfant. Nous savons tous qu'il y a énormément d'inceste, nous savons tous qu'il y a énormément de viols, nous savons tous qu'il y a énormément d'agressions sexuelles ou de stress psychologique chez les enfants, au sein de la famille, qui est le premier lieu où malheureusement l'enfant n'est pas toujours en sécurité et il faut pouvoir le dénoncer. Et je suis personnellement pour que nous appliquions la loi sur le secret médical que vous avez ici voté, mais on a eu cette discussion également pour le monde périscolaire et j'associe les ministres des Sports en charge des associations. Deuxièmement, nous devons en effet travailler avec les collectivités locales qui sont responsables du temps périscolaire et d'un certain nombre de personnes qu'ils embauchent dans le cadre de la vie de l'éducation nationale. Ayant été maire moi-même, je sais à quel point cela est difficile, multipliant parfois les contrats courts de ces animateurs, mais ce n'est en aucun cas une excuse.
D'abord parce que la loi prévoit déjà que les casiers judiciaires sont à la disposition des collectivités locales. Chacun ici ayant dirigé une collectivité locale le sait. Mais que par ailleurs, et c'est le point important que vous soulevez, Madame la sénatrice, lorsqu'il y a des signalements, et le parquet de Paris qui a communiqué, je remercie Madame la procureure de la République, j'ai été visiter les parquetiers et les agents au tribunal pour les remercier, de très nombreuses interpellations extrêmement sérieuses avec parfois de nombreuses personnes dans le même établissement scolaire parisien. En effet, aucun signalement n'a été montré à la justice de la République. Nous devons regarder les choses telles qu'elles sont pour les cas exacts de ceux qui sont auteurs de viols ou d'agressions sexuelles précités, mais changer profondément la façon de fonctionner. C'est le cas des procureurs de la République, d'où la nouvelle circulaire que j'ai prise, évidemment, dès la révélation de ces sujets, mais c'est le cas de l'ensemble des collectivités locales et notamment de la plus importante d'entre elles, vous l'avez dit. Nous devons enfin travailler avec les textes de loi que nous vous présentons, mais dire qu'ici, si la parole doit être entendue, il faut signaler les faits à la justice, et c'est à ceux qui sont responsables de l'embauche de ces personnes de signaler les faits lorsqu'ils sont nombreux, et lorsqu'un enfant est en danger, le principe de précaution doit toujours s'appliquer. Oui, de l'incantatoire, encore une fois, mais pas grand-chose. Pour le groupe du Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. Les macronistes, est-ce que ça va encore engueuler le gouvernement? Madame la ministre des Outre-mer. Madame la ministre, c'est une évidence. La France est une puissance océanique mondiale grâce à ses Outre-mer, en particulier la Polynésie française. Dans nos territoires, l'océan est bien plus qu'un espace maritime. Il est un lien culturel fort, une mémoire vivante et j'oserais dire une autre manière d'habiter le monde. Oui, les Outre-mer sont pour la France un levier stratégique, notamment face aux défis climatiques, alimentaires, énergétiques. Pourtant, sur le terrain, nos populations constatent une autre réalité. Des procédures trop longues, des dispositifs cloisonnés, des financements difficiles d'accès. Trop souvent, les initiatives locales se heurtent à des obstacles administratifs qui découragent les porteurs de projets. Nous ne pouvons pas nous contenter de célébrer ici l'étendue maritime de la France. Nous devons transformer cet atout en développement concret pour nos archipels, investir dans une exploitation durable de nos ressources, soutenir les filières touristiques, numériques, agroalimentaires, adapter nos territoires aux conséquences du changement climatique et renforcer les infrastructures nécessaires au développement économique. C'est précisément l'ambition du comité spécialisé sur l'économie bleue en Outre-mer, le CESOM, que j'ai l'honneur de présider. Faire émerger des projets viables, mobiliser les acteurs publics et privés et accompagner les initiatives locales. Madame la ministre, nos populations n'attendent plus seulement des discours sur l'océan, elles attendent des résultats visibles dans leur quotidien, des avancées concrètes pour de l'activité et de l'emploi dans nos îles. Madame la ministre, le gouvernement est-il prêt à investir réellement dans l'économie bleue en Outre-mer, à mobiliser des moyens budgétaires à la hauteur de l'ambition maritime de la France et à simplifier enfin l'accès au financement pour soutenir les initiatives locales? Il nous faut de la lisibilité, de la visibilité et des résultats dans nos Fénois, dans nos Outre-mer. Merci. Pour vous répondre, la parole est à la ministre des Outre-mer, Madame Mouchou. Ah, Naïma, ça faisait longtemps. Ah bah allez, je m'absente, je reviens. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Rofrich, permettez-moi d'abord de saluer votre engagement constant sur ce sujet, celui de l'économie bleue, celui de la puissance maritime de la France. Et c'est vrai que votre nomination récente à la tête de ce comité spécialisé Outre-mer au sein du comité national du littoral, des littoraux et de la mer n'est pas un hasard, c'est votre expertise, c'est aussi la reconnaissance de votre connaissance sur ces sujets particuliers de la mer et notamment votre connaissance sur les sujets du Pacifique. Alors c'est vrai, le 30 mai dernier, nous avons installé ce comité avec ma collègue Catherine Chabot autour d'une idée simple, c'est que les Outre-mer sont au cœur de la puissance maritime de la France. Et la Polynésie française, pour le coup, en est une illustration presque parfaite. Nous avons réussi, avec vous, avec l'engagement des élus locaux, à démontrer qu'on pouvait concilier le développement économique, la création d'emplois locaux, notamment en Polynésie, et la préservation de l'environnement marin. Il faut poursuivre, il faut amplifier, soutenir ce type de démarche, et c'est bien l'objet de tout le travail que nous menons avec cette économie bleue maritime. Je vais vous parler effectivement de la feuille de route qui est la nôtre aujourd'hui et que nous allons partager dans le cadre de ce comité. Les enjeux sont multiples. D'abord, accélérer le déploiement des énergies marines renouvelables. Ensuite, renforcer nos infrastructures portuaires, c'est fondamental. Préserver bien sûr les écosystèmes marins, soutenir l'emploi local, ça c'est une priorité bien sûr que nous nous donnons à travers le développement des filières pêche, nautisme, portuaire ou tourisme. Ça passe bien évidemment, vous l'avez dit, par des financements.
Les programmes France 2030 en matière de décarbonation ou d'exploration des grands fonds marins en sont un exemple concret. Mais le travail se poursuit, par exemple pour préserver le fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture dans le cadre du futur cadre financier pluriannuel de l'Union européenne qui ira dans le même sens. Et puis en complément de ces financements, il faut absolument que nous puissions veiller ensemble à l'adéquation des réglementations européennes et nationales avec les objectifs que nous poursuivons. Et c'est notamment pour cela que nous nous sommes battus pour le renouvellement des flottes de pêche en Outre-mer. Le comité que vous présidez, monsieur le sénateur, sera force de proposition. Vous pouvez compter bien évidemment sur le gouvernement à vos côtés. Monsieur Roffrich. La parole est à notre collègue Vanina Paoli-Gagin pour le groupe des Indépendants, République et Territoires. Les indépendants maintenant. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, en réunissant hier l'équipe de France de l'électrification à l'Élysée, On regardera l'article. le Président de la République a envoyé un message clair. Pas de souveraineté sans électrification du pays. Sans refaire le débat que nous avions ici même hier soir, je rappelle que cette stratégie repose sur 2 piliers. D'une part, électrifier les usages, d'autre part, augmenter la production d'électricité. Tous les acteurs industriels se réjouissent qu'un cap clair ait enfin été fixé. Il faut un cap clair. Poser une vision sur le temps long, c'est le préalable de toute politique ambitieuse. Elle ne fait pas partie de place publique, pourtant. Dans les territoires, les acteurs ont pris les devants en faisant de l'électrification un levier d'optimisation industrielle. Ainsi, demain, dans l'Aube, nous inaugurerons la première unité EPIR de l'entreprise WEPA, qui permet d'électrifier la chaleur fatale industrielle dans une approche circulaire. Pour autant, ces annonces ont aussi suscité de fortes attentes chez les acteurs industriels et les élus locaux. Dans l'Aube, elles se cristallisent autour de 2 projets. Le premier, vous le savez, Madame la Ministre, c'est Nucléo, qui vient de retenir l'attention des États-Unis. Il vise à développer la première usine de fabrication de combustible pour les réacteurs à neutrons rapides en Europe occidentale. Cette entreprise, comme les autres acteurs du nouveau nucléaire, a besoin que le cadre législatif évolue. Madame la Ministre, le gouvernement est-il prêt à avancer en ce sens? J'ai déposé avec mon collègue Louot une proposition de loi pour simplifier les procédures sans renoncer à aucune exigence en matière de sûreté ou d'environnement. Le second projet, c'est la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine, qui est prête à accueillir des EPR2, comme ceux annoncés par le Président de la République. Ce site clé en main présente de nombreux atouts. Madame la Ministre, pouvez-vous nous confirmer que le site de Nogent figure bien au rang des premiers candidats et nous préciser calendrier et critères de sélection des sites qui seront retenus? Je vous remercie. D'accord. Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée chargée de l'énergie, Madame Maud Brejon. Le retour de Maud. Il était bien énervé à l'Assemblée tout à Messieurs l'heure. les sénateurs, Madame la sénatrice, pardon, je vous cherche du regard, excusez-moi, pardon. D'abord, on a eu ce débat déjà hier soir ici et je remercie l'ensemble des sénateurs qui étaient présents et mobilisés pour le débat à votre demande sur l'électrification qui faisait suite notamment, et vous en avez parlé, à la matinée organisée à l'Élysée par le Président de la République qui a permis de réunir l'ensemble des filières, filières énergétiques, filières industrielles, notamment filières agroalimentaires et l'ensemble des acteurs engagés dans cette transition. Vous l'avez dit, le nucléaire est indéniablement partie de la solution. D'abord avec le projet Grand Carénage, parce qu'on a un parc aujourd'hui qui fonctionne et qui fonctionne bien, près de 380 TWh de production l'année dernière, ce qui permet aujourd'hui, je le dis en passant, de protéger les factures d'électricité des Français. L'objectif de renouveler ce parc avec 6 EPR2 et 8 EPR2 en option et le site de Nogent fera évidemment partie des sites prioritairement étudiés. On a encore quelques mois avant l'annonce sur la localisation des 8 suivants, donc des 8 en option, mais j'espère que nous pourrons annoncer, là encore, les sites d'ici à décembre. Et sur la question des SMR et des simplifications, je l'ai encore une fois dit hier, moi je suis favorable par principe à tout ce qui permet de simplifier. D'abord, on l'a déjà fait. Je rappelle qu'en 2022, on a voté, et vous avez voté une loi qui permettait de simplifier le cadre de construction des EPR2 pour le nouveau nucléaire avec une loi de simplification et d'accélération. On a probablement besoin d'aller plus loin. C'est vrai pour les EPR2, c'est vrai pour les SMR, si tant est bien sûr que ça ne déroge pas au cadre environnemental et au cadre de sûreté, mais vous l'avez dit, donc bien sûr à disposition pour étudier la proposition de loi qui sera la vôtre. Je vous remercie. Quelques secondes? Non? Non, il n'y a pas de seconde. La parole est à notre collègue Chantal de Seine pour le groupe Les Républicains.
Le retour des Républicains. J'espère qu'ils auront moins le melon. Président, Ah non, c'était l'Union Madame centriste. la ministre de la Santé. En 3 jours seulement, plus de 700 records de chaleur ont été battus sur l'ensemble du Il territoire. fait chaud. Hein. Ça va à vous la chaleur d'ailleurs? Caniculaire d'une intensité et d'une précocité remarquables pour un mois de mai devrait encore se prolonger avec des températures pouvant atteindre les 40 degrés. 9 décès sont déjà directement ou indirectement liés à cette vague de chaleur. Ah non, je suis pas prêt moi pour 40 Aucune degrés. tension majeure n'est pour l'instant constatée dans le système de soins. Chacun sait que les effets sanitaires des très fortes chaleurs s'inscrivent dans la durée et peuvent rapidement fragiliser les services hospitaliers, alors même que nos hôpitaux sont déjà en grande souffrance. Dans ce contexte, l'impact de cette canicule historique a-t-il été suffisamment anticipé par les services de l'État, notamment en matière de préparation du système de santé ? Par ailleurs, qu'en est-il du suivi des personnes vulnérables face à cette situation exceptionnelle ? Les municipalités sont censées tenir du 1er juin au 31 août des registres des personnes fragiles et isolées afin d'assurer leur accompagnement lors des épisodes caniculaires. Or, cette vague de chaleur survient avant même le début de cette période d'obligation légale. Aucune mise en œuvre nationale coordonnée ne semble à ce stade engagée, si ce n'est une réunion interministérielle prévue ce jeudi pour faire le point sur la préparation des services de l'État. Quelles mesures le gouvernement entend-il mettre en œuvre pour protéger les Français, notamment les plus fragiles, face à cette canicule exceptionnellement précoce ? Je vous remercie. Ah ouais, je peux vous dire, je vois tellement d'eau. Oula! Même le caméraman, il est en train de trembler avec la chaleur. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice de Seine, merci pour votre question. Effectivement, nous faisons face à une vague de chaleur exceptionnellement tôt. Depuis la canicule de 2003, l'État est organisé pour répondre à ces vagues de chaleur et dès l'alerte après 2003. en ordre marche qui passe notamment par notre centre de crise au ministère de la Santé, qui permet de coordonner les différents services interministériels pour, avec Météo France, avec Santé publique France, prendre les mesures nécessaires en fonction des vigilances qui nous sont apportées. D'autre part, et je veux le redire ici, la prévention dans les canicules, dans les vagues de chaleur, sauve des vies. Je redis donc qu'il faut boire régulièrement tout au long de la journée. On le sait tous, mais on ne le fait pas forcément. Il faut Prenez exemple sur moi. À l'abri aux heures les plus chaudes. Je pense que je suis à minimum 2 litres par jour là, en ce moment. Solidarité envers les plus fragiles et nos voisins. Il faut se surveiller les baignades des jeunes enfants, évidemment. La ministre des Sports, le ministre du Travail ont aussi évidemment envoyé des mesures pour prendre des précautions sur le travail ou en termes d'activité physique. Nous avons des réunions quotidiennes interministérielles qui permettent de suivre au jour le jour, encore une fois, avec Météo France, Santé publique France. Vous avez raison, les élus, les collectivités ont un rôle essentiel et je pense aux CCAS qui ont une efficacité très importante dans les moments de chaleur puisqu'ils ont une liste de personnes fragiles qu'il faut activer. Et donc nous suivons ça de jour en jour. Notre travail est d'anticiper et demain, on aura une réunion aussi avec le Premier ministre dans ce cadre de cette anticipation, si ces vagues, et on le sait très probablement, pourront revenir dans les jours, semaines qui arrivent. Madame de Seine. Merci Madame la Ministre pour votre réponse. Bien sûr, je n'ignore pas les dispositifs et les consignes de bon sens, mais c'est comment parcourir le dernier kilomètre ou le dernier mètre pour pouvoir prévenir autour de nous et en particulier pour les plus fragiles. Je vous remercie. La parole est à notre collègue Rémi Cardon pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Ma question porte sur votre politique de rénovation énergétique et sur le traitement des passoires thermiques. Alors que les canicules se multiplient partout en France, nous avons le sentiment de vivre un véritable jour sans fin réglementaire. Vous annoncez des interdictions, puis vous reculez. Vous fixez des objectifs, puis vous multipliez les dérogations. Vous promettez une trajectoire claire, puis vous entretenez l'incertitude. Et au bout du compte, personne ne comprend la règle. Personne d'ailleurs n'a confiance. Vous avez d'ailleurs décidé de
Autoriser à la location des logements classés G sans rénovation préalable, sans donner aux propriétaires les moyens suffisants pour rénover réellement, c'est un recul écologique, mais aussi un recul social majeur. Car derrière les normes, il y a des réalités de tous les jours, des réalités très concrètes. Des logements qui deviennent des bouilloires l'été et des glacières l'hiver, des familles qui doivent choisir entre se chauffer, se rafraîchir, se nourrir, et bien sûr 12 millions de Français en situation de précarité énergétique qui continuent de subir l'inaction publique. Et pendant ce temps-là, vous continuez d'encourager les rénovations monogestes, le tout pompe à chaleur, alors qu'une passoire mal isolée reste une passoire thermique. Alors ma question est donc la suivante. Combien de temps encore allez-vous imposer un jour sans fin d'annonces aussitôt démenties par des reculs? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre de la... Allez, un peu de clarification, Vincent. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Cardon. Merci de me donner l'opportunité de dire que, bien au contraire, nous sommes parfaitement déterminés et parfaitement mobilisés à atteindre nos objectifs en matière d'ambition environnementale. Le premier point pour l'affirmer, c'est tout simplement déjà le budget de l'ANA qui a été maintenu, cette agence qui permet de financer MaPrimeRénov', 3,5 milliards d'euros en 2026 comme en 2025, malgré le contexte budgétaire extrêmement contraint que vous connaissez. Des moyens maintenus, une simplification des procédures, une lutte accrue contre la fraude, de façon à ce que nos concitoyens qui souhaitent rénover leur propriété, leur logement, soient évidemment accompagnés pour le faire. Précision également, nous luttons historiquement et depuis plusieurs années déjà contre les passoires thermiques. Nous le faisons avec encore plus de force aujourd'hui contre les bouilloires thermiques, puisque nous sommes là dans un épisode caniculaire, avec un certain nombre de choses qui peuvent être financées dans le cadre d'une rénovation globale. Je pense par exemple aux stores, aux ventilateurs de plafond, des outils qui historiquement n'étaient pas dans ces subventions et ces soutiens. Le fait également d'aller renforcer les failles qui pouvaient exister dans le système en appliquant notamment la loi Le Meur, et dans l'esprit de votre proposition de loi, monsieur le sénateur, un décret est en préparation pour aligner les exigences de DPE entre les meublés de tourisme et sur le résidentiel, notamment sur les logements F et G. Et puis, loin d'avoir des reculs, nous sommes pragmatiques. Vous l'avez entendu dans le projet de loi de relance du logement, nous avons l'intention de pouvoir remettre sur le marché un certain nombre de logements classés F ou G, qui ne devraient pas être remis. L'ambition qu'ils soient bel et bien rénovés. Vous dites, nous n'accompagnons pas. On va faire des grosses rénovations pendant qu'on a des locataires dedans. Différents propriétaires, c'est un petit peu l'inverse, en leur permettant de continuer à louer. Le loyer continue à être perçu et donc est un outil pour financer la rénovation. Pas du tout. Et in fine, tout le monde est gagnant. Pas du tout. Puisque le confort de vie des locataires sera ainsi réellement amélioré. Tout le monde a un toit sur la tête. C'est pour ça qu'on souhaitait les interdire, pour que les travaux soient faits, pour les remettre en location et pas l'inverse. Cardon. Et qu'est-ce qu'il a, le caméraman? Il est bourré? Monsieur le ministre, si je regarde les faits, et les faits sont têtus, entre le stop and go des ministres précédents sur MaPrimeRénov', entre notamment votre projet de loi qui va arriver, je l'espère, au mois de juillet notamment, où on ajoute des dérogations sur les avis des syndicats de copropriété, sur l'ABF, etc., etc. En fait, on vient reporter, on donne des moyens aux propriétaires de pouvoir déroger à chaque fois l'ambition, votre ambition. Voilà. Donc, vous me dites que les crédits sont préservés, mais en même temps, force est de constater que le parlementaire que je suis ne peut même plus abonder par amendement, puisque c'est les économies d'énergie, les C2E. Donc si vous voulez, aujourd'hui, moi je veux bien qu'on parle de rénovation thermique, mais encore faut-il avoir les moyens de porter des amendements pour augmenter les besoins. Allez, bim. La parole est à notre collègue Patricia Demas pour le groupe Les Républicains. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation. Effectivement, celle qui va répondre. La semaine dernière, votre gouvernement a déballé tout un arsenal de mesures pour venir en aide au secteur en première ligne face à la crise énergétique. Les pêcheurs, les agriculteurs, les transporteurs routiers, les taxis, de nombreux secteurs y ont droit avec au total 710 millions d'euros de nouvelles aides, des plafonds qui grimpent, des prolongations de plusieurs mois, et c'est tout à fait normal. Ce qui l'est moins, c'est que dans cette liste, les collectivités territoriales brillent encore par leur absence. Elles aussi paient pourtant comptant la hausse du carburant. Elles aussi paient comptant. Mais pour continuer
d'offrir des services de proximité, elles assument des dépenses qui sont incompressibles et qui alourdissent chaque jour. Je pense aux régies de transport en commun notamment. Et comme pour mieux anticiper, votre gouvernement a pris le soin cette fois-ci de nous prévenir. 6 milliards d'euros. 6 milliards, c'est le montant de la facture que l'État compte trouver en serrant la vis budgétaire pour 2027. Mais qui va payer, Madame la Ministre? Qui? J'aimerais savoir si les collectivités subiront la double peine. Aucune aide d'un côté et une baisse de leur dotation de l'autre. Pour vous répondre, la parole est à la ministre de l'Aménagement du territoire, de la décentralisation, Madame Françoise Gatel. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice Demas, je voudrais d'abord rappeler, comme chacun le sait ici, l'attention avec laquelle le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement suivent l'évolution de cette crise qui entraîne un renchérissement des hydrocarbures. Plusieurs mesures ont été prises et les collectivités en bénéficient d'une manière indirecte, mais ça répond à votre question. D'abord, les collaborateurs, les agents des collectivités peuvent bénéficier du dispositif grand rouleur. Il y a des aides particulières et je souligne la volonté de la ministre Stéphanie Ries pour les aides à domicile. Donc les services sont Stéphanie accompagnés. Ouais, Deuxièmement, d'accord, si tu veux. Vous savez, Madame la sénatrice, l'État a choisi aussi d'accompagner l'effort d'investissement que les collectivités font à juste titre pour diminuer leurs dépenses énergétiques. Pour vous donner quelques chiffres, et je ne parle pas de la DGF qui a été maintenue à dotation son niveau globale de l'an dernier, fonctionnement. mais je parle de l'accompagnement en investissement. Il y a 3 points. Le premier, c'est la mobilisation de crédits de l'État à hauteur de 3 milliards d'euros depuis 2023 pour accompagner des rénovations énergétiques. L'année dernière, mais on ne parle pas de rénovation énergétique, on parle de carburant. De l'État, ce qui concerne Françoise. plus de 1100 communes. Enfin, il y a aussi le dispositif certificat d'économie d'énergie que vous connaissez, qui sont utilisés pour des investissements. Et enfin, il y a le nouveau dispositif que le Premier ministre a lancé. Ce sont les 100 territoires pionniers de l'électrification pour permettre, et largement soutenu par le ministre Philippe Tabarot, de développer dans nos territoires des énergies plus vertueuses, Madame la sénatrice. Alors pour le budget des communes, pour le budget 2027, j'ose imaginer que le gouvernement veillera à ne pas écraser les collectivités les plus fragiles, Madame la Ministre, qui n'ont déjà plus un sous-vaillant pour se maintenir à flot. Vous savez, je ne voudrais pas aussi que les Français aient ce sentiment d'être abandonnés par leurs élus de proximité. Et vous pourrez d'ailleurs compter sur nous pour que la cigale qui aura chanté les aides financières tout l'été ne vienne pas extorquer à la fourmi tous ses grains lorsque la bise budgétaire sera venue. Oui, en même temps, vous allez être les premiers à vouloir des coupes budgétaires partout, hein, donc passez le balai devant votre porte. La parole est à notre collègue François Bonneau pour le groupe de l'Union centriste. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre des Armées. Avec mon collègue Philippe Folliot, nous revenons d'un déplacement au plus près des soldats et des civils ukrainiens. Une opportunité unique d'approfondir notre compréhension des conflits futurs. Le front ukrainien est riche d'enseignements. Ces 4 dernières années de guerre ont vu le champ de bataille considérablement évoluer. Aujourd'hui, dans un rayon de 20 km de part et d'autre du front, les drones règnent en maître. Dans le même esprit, la situation autour du détroit d'Ormuz montre que le rapport du faible au fort peut tourner en faveur du moins doté si celui-ci dispose de matériel peu coûteux, mais pouvant être produit en grande quantité et capable d'atteindre efficacement leurs cibles. Avec les nouvelles technologies, ce sont toutes les doctrines militaires bien établies qui sont remises en cause. Les investissements qu'il nous faut réaliser découlent de la compréhension que nous aurons de cette mutation sans précédent. Dans la guerre de l'IA, des drones et des satellites, il n'est plus question du nombre de chars, d'avions ou de missiles très coûteux. Alors que nous apprêtons à examiner ici l'actualisation de la loi de programmation militaire, le texte doit impérativement prendre en compte les retours d'expérience ukrainiens pour protéger les Européens. Autrement, nous risquons de dépenser pour des matériels à l'obsolescence programmée. Madame la Ministre, les investissements militaires actuellement projetés se fondent-ils sur cette compréhension nouvelle de la guerre moderne?
vise-t-il à doter nos armées d'une capacité de défense et de frappe adaptée à cette mutation de la donne militaire? Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, Madame Alice Ruffaut. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, vous avez vu donc dans votre déplacement en Ukraine à quel point la guerre avait en effet évolué. En fait, depuis les années qu'elle dure, elle a beaucoup changé. Et effectivement, la guerre des drones est devenue absolument décisive. Et l'Ukraine d'ailleurs réussit très bien sur le champ de bataille à tel point qu'aujourd'hui, elle apparaît comme une solution pour beaucoup de pays et que nous avons engagé un travail de coopération étroit, y compris de coproduction, avec l'Ukraine dans ces secteurs. Vous m'interrogez sur les leçons tirées de la guerre en Ukraine, mais aussi de la guerre au Moyen-Orient en cours. Les armées tirent toujours les leçons en temps réel des conflits en cours. Et donc, précisément, l'actualisation de la LPM qui est proposée tient compte de cette nécessité de tenir compte des attaques saturantes comme celle des drones et donc d'être un peu plus agile, notamment sur ce qu'on appelle parfois de manière un peu abusive le low cost, mais en tout cas d'avoir un peu plus de masse, mais de le faire en cohérence avec ce qui avait été engagé dans la loi de programmation militaire de 2023 et qui permettait justement d'abord d'accélérer déjà sur les drones et ensuite d'avoir un modèle d'armée cohérent. La leçon de la guerre, au fond, en Ukraine et de celle qui vient de se passer au Moyen-Orient et qui est encore à certains égards en cours, c'est que oui, il faut de la masse, mais il faut aussi de la cohérence. Vous savez, en ce moment, l'Ukraine a beaucoup besoin de défense aérienne et antimissiles. Nous, précisément, dans l'accélération qui est proposée dans la LPM, nous investissons dans les capacités de défense aérienne et antimissiles souveraines. Nous le faisons aussi dans le domaine des missiles à longue portée. Au fond, ce qu'on voit, c'est que nous avons été très cohérents dans l'augmentation de notre budget de défense, dans le pilotage stratégique de notre modèle d'armée. Et oui, les leçons des conflits en cours doivent être tirées, et d'ailleurs, elles le sont, avec une accélération, notamment sur les munitions téléopérées. Je vous remercie. Monsieur Bonneau. D'accord. Merci Madame la Ministre. Nous ne trouvons pas dans la future LPM la transcription de vos propos, mais tant mieux si vous en êtes convaincus. Dans un contexte financier très dégradé, il nous faut faire des choix sur des matériels judicieux, préparer notre base industrielle de défense avec aussi nos industries. Et dans le cas des drones, l'expertise incomparable des Ukrainiens fait que nous devons travailler avec eux. Les Anglais le font, nous pas encore. Merci. La parole est à notre collègue Micheline Jacques pour le groupe Les Républicains. Encore les Républicains. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Ah lors oui. des grandes épidémies du virus Ebola de 2014 à 2016 qui ont touché l'Afrique et celle de la République démocratique du Congo en 2018-2020, aucun cas n'avait été recensé à Mayotte. À l'heure où l'épidémie en République démocratique du Congo repart, faisant l'objet d'une alerte de l'Organisation mondiale de la santé, tout doit être mis en œuvre pour que la préservation du territoire connu par le passé soit renouvelée. Le contexte est cette année différent, dès lors qu'une large part de l'immigration clandestine et des demandeurs d'asile arrivent désormais de l'Afrique de l'Est, de la République démocratique du Congo en particulier. Par ailleurs, le contexte est également marqué par l'après-cyclone Chido et une reconstruction qui peine à se déployer. Les mesures de prévention face au virus Ebola, vous le savez, reposent sur des gestes sanitaires du quotidien généralement prescrits contre les virus. En premier lieu, le lavage des mains. Or, le territoire mahorais connaît toujours des difficultés de distribution d'eau. Ces mesures sont donc contraintes. Mon propos ne vise en aucun cas à dresser la liste des défis mahorais, mais il reste que sa proximité avec le continent africain et sa vulnérabilité le placent en première ligne médiatique, accentuant l'appréhension des populations. Il me semble donc que notre responsabilité est de rester attentifs et informés par le gouvernement de l'évolution des dispositifs qu'il déploie en prévision et en réponse d'éventuels cas. L'hôpital de Mayotte est-il préparé? De même celui de la Réunion. Il n'existe pas de vaccin contre le variant Bundibugyo, dont seules des mesures préventives peuvent être mises en place. Madame la Ministre, pourriez-vous nous informer des mesures d'ores et déjà prises à Mayotte, outre bien évidemment le renforcement de la vigilance? Pour vous répondre, la parole est à Madame la Ministre de la Santé, Madame Stéphanie Rist. Merci Monsieur le Président, Madame la sénatrice Micheline Jacques.
Effectivement, dès l'alerte lancée par l'OMS concernant l'épidémie d'Ebola d'espèce Bundibugyo en République démocratique du Congo et en Ouganda. Ah oui, parce qu'il y a des Nous sommes variantes d'Ebola. immédiatement mis en ordre de marche c'est comme le avec Covid. les agences sanitaires, avec les experts et évidemment les centres de crise, mes collègues ministres des Affaires étrangères. La situation sur place est préoccupante. Le niveau de risque est considéré comme très élevé en République démocratique du Congo, dans un contexte de conflit armé et de difficultés d'accès aux soins. Selon l'OMS, selon Santé publique France aussi, le risque d'introduction reste à ce jour très faible pour l'Hexagone comme pour les territoires de l'océan Indien, avec malgré tout une vigilance particulière portée à Mayotte en raison des spécificités de ce territoire et de sa fragilité. À Mayotte, dès le lendemain de l'alerte, l'agence régionale de santé que nous avions contactée et le centre hospitalier de Mayotte ont engagé sans délai des mesures concrètes d'anticipation. Organisation des circuits de prise en charge, préparation des chambres d'isolement dédiées, renforcement des capacités de prise en charge du centre hospitalier, préparation des transports sanitaires, des analyses biologiques, mobilisation des équipements de protection pour les soignants, renforcement de la sensibilisation et de la formation des équipes et de la surveillance sanitaire. En plus, une mission d'appui en situation de crise interministérielle sera déployée dès demain à Mayotte afin de renforcer toutes ces capacités d'anticipation et d'organisation opérationnelle du territoire. Je vous remercie. Madame Jacques. Madame la ministre, merci pour ces informations, mais je plaide pour que la communication soit la plus large possible pour éviter des mouvements de panique de la population et l'inquiétude justifiée de la population mahoraise. Merci. La parole est à notre collègue Florence Blatrix-Contat pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, aujourd'hui, l'essentiel de la production de silicium métal de l'Union européenne repose sur 3 sites situés en France, dans l'Ain, l'Isère et la Savoie. Or, cette filière stratégique risque de disparaître. Le silicium est indispensable à nos puces, nos batteries solaires, nos panneaux solaires et jusqu'à nos équipements de défense. En perdre la maîtrise, ce n'est pas une simple affaire industrielle, c'est une grave vulnérabilité stratégique. Pourtant, pendant que notre dépendance s'aggrave, les fours s'arrêtent. À Anglefort, dans l'Ain, un seul four a redémarré depuis janvier. Les 7 autres fours français sont arrêtés. Cette situation s'explique par un dumping massif venu de Chine qui représente à elle seule 86% de la production mondiale de silicium. Le silicium chinois et angolais arrive aujourd'hui sur le marché européen à des prix 30 à 40% inférieurs à nos coûts de production. Les États-Unis ont fermé leur marché avec des droits de douane de 139%. L'Europe, quant à elle, se contente de 16,8%. Résultat, nos producteurs vendent à perte mois après mois. Le dépôt de plainte du 26 mars de Ferroglobe ouvre la voie à une révision des droits anti-dumping devenus insuffisants. Avec plusieurs collègues parlementaires, nous avons interrogé le commissaire Šefčovič qui évoque une échéance en novembre. Mais novembre, c'est tard, bien tard, peut-être trop tard pour l'entreprise. Concrètement, cette lenteur européenne met désormais en péril la survie de la filière, plus de 450 emplois, avec les angoisses des familles, des compétences et une perte de souveraineté industrielle. Monsieur le ministre, quelles initiatives concrètes la France compte-t-elle prendre auprès de la Commission européenne pour accélérer la mise en place de mesures anti-dumping indispensables à la survie de l'entreprise? Je vous remercie. Ah mais tu mets accéléré et instance européenne dans la même phrase, c'est antinomique, ça ne peut pas aller ensemble. Merci. Les instances européennes ont été prévues pour tout ralentir. Les sénateurs, Madame la sénatrice Florence Blatrix-Contat, nous connaissons bien, vous et moi, et
Je pense aussi, Madame la sénatrice Berthet, qui m'a interrogé il y a quelques jours, aussi ici même, le dossier Ferroglobe et la production de silicium métal. Et vous m'avez d'ailleurs accueilli dans votre département pour le rallumage du four, d'un des 2 fours, à Anglefort le 8 janvier dernier. Vous vous souvenez également que nous nous étions toutes et tous réunis avec l'ensemble des élus locaux, des parlementaires et l'entreprise Ferroglobe le 26 novembre dernier pour mettre en œuvre la meilleure des stratégies de protection de cette entreprise, parce que vous l'avez signalé, elle fait preuve et elle est victime d'un dumping de la part d'une production asiatique mais également africaine, qui fait qu'un écart de prix est considérable entre le silicium, qui est indispensable à beaucoup de circuits électroniques. Eh bien, ce dumping-là n'est pas acceptable. Vous l'avez signalé aussi, cela met du temps, et cela met trop de temps. Il y a aujourd'hui, au niveau de la direction générale qui s'occupe de ces sujets de protection commerciale au niveau européen, 80 fonctionnaires européens pour s'occuper de ces dossiers. C'est autant qu'au Royaume-Uni. La France a fait partie des pays qui ont d'ailleurs demandé à la Commission européenne de renforcer les moyens. S'il faut embaucher des fonctionnaires pour cela, nous pensons qu'il est nécessaire d'embaucher des fonctionnaires supplémentaires pour assurer la protection d'un certain nombre de filières comme celle-là. Et au-delà Plus de cela, de bureaucratie. j'étais encore ce matin avec l'entreprise Ferroglobe que j'ai rencontrée dans le cadre d'une assemblée générale. Vous l'avez dit, la plainte a été officiellement déposée le 26 mars. J'ai eu, il y a quelques jours encore, des échanges avec le commissaire Šefčovič. Il semblerait que l'ensemble des éléments nécessaires à ce que cette fois-ci l'enquête soit lancée soient bien fournis par l'entreprise et la filière qui la représente au niveau européen. Nous aurons l'occasion de faire le point sur ce sujet avant l'été. J'ai écrit à l'ensemble des députés européens pour qu'ils se mobilisent eux aussi au niveau de la Commission européenne. Merci madame. Merci bien. La parole est à notre collègue Pascale Gruny pour le groupe Les Républicains. Donc pas grand-chose à annoncer finalement. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, autrefois moment clé du calendrier commercial, les soldes sont aujourd'hui fortement impactés par le développement du e-commerce et la multiplication des campagnes promotionnelles tout au long de l'année. Cette année encore, les ventes privées vont démarrer avant la fête des pères, incitant les clients à décaler leurs achats. Pour nos commerçants, vendre un article au rabais génère moins de marge qu'un article vendu au tarif normal. Or, ils ont besoin de suffisamment de temps pour écouler leur stock au prix juste. À cela s'ajoute le décalage entre la saison météorologique et la saison des soldes, phénomène particulièrement marqué cette année avec la météo catastrophique du printemps qui n'a pas permis de débuter les ventes des collections d'été. Les commerçants, particulièrement dans l'habillement, subissent de plein fouet la concurrence des plateformes chinoises et des grandes surfaces. On pleure sur les cellules vides de nos centres-villes, mais on fait tout pour les faire disparaître. Le système est aujourd'hui à bout de souffle. Il est urgent de le remettre à plat en décalant les soldes à la fin des saisons ou en instaurant une règle de fixation des dates adaptable en fonction de la météo et du lieu géographique. Monsieur le ministre, allez-vous tenir compte de la situation météo exceptionnelle pour décaler la période des soldes d'été 2026 de quelques semaines, c'est-à-dire mi-juillet? À plus long terme, comptez-vous changer les dates des périodes annuelles de soldes en prenant davantage en compte la saisonnalité et la défense de nos commerçants? Je vous remercie. Ah, génial. J'adore l'idée. On n'aura plus une seule date de solde sur tout le territoire. On en aura 10 000. Ça va être un bordel. Ah, c'est beau. C'est ça la France que j'aime. Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Pascale Gruny. Ah, ça vend du rêve. La loi prévoit en effet 2 périodes de solde, l'une en hiver, l'autre en été. D'ailleurs, la date d'hiver a été controversée, vous savez, avec le Black Friday, qui siphonne en effet une partie des soldes. J'ai eu déjà une demande pour repousser Merci, Rolf, d'hiver. Alors, le follow. on a des consultations qui ont été menées par mes prédécesseurs. Bienvenue à toi. Pour potentiellement modifier les dates et les rendre plus flexibles. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucun consensus qui je vais flexibiliser les soldes. Qui veulent bouger, comme vous l'indiquiez, et d'autres qui préfèrent, les nationaux notamment, rester sur les dates actuelles. Alors le gouvernement a une marge de manœuvre qui peut tenir compte de la saisonnalité ou des ventes menées par des opérations commerciales ou dans des opérations commerciales, notamment pour les régions frontalières qui ont des besoins spécifiques. Et les commerces gardent une vraie marge de manœuvre pour faire... Ah, on est en train de parler des soldes, bazar. Ça va toi? On doit rester vigilant sur ces dates différenciées entre territoires, aussi pour pas que ça crée une concurrence entre territoires
et que ça emmène des consommateurs à bouger en fonction des promotions à un endroit ou à un autre. Ah ouais, des soldes Il y a le partout à des Conseil dates national du différentes. commerce qui fédère un peu tout le monde. Moi, je suis vraiment favorable à écouter, je l'ai dit, les parties prenantes. Et à partir du moment où elles sont d'accord pour bouger les dates de solde, et si ça vient du terrain, si ça vient de la demande, moi, je ne m'opposerai pas du tout à ça. Je suis là pour, en effet, plutôt satisfaire les demandes qui viennent du terrain plutôt que de le faire dans l'autre sens. Donc je suis à l'écoute et vous avez raison, c'est un sujet et je m'en préoccupe et j'essaie d'obtenir l'accord qui va remonter du terrain. Voilà. Madame Gruny. Moi j'ai un coup de chaud là avec la chaleur. J'ai du mal à rester attentif. Monsieur le ministre, vous êtes venu à Saint-Quentin. Voilà, Frédéric Macquaret vous a remis d'ailleurs un rapport pour le gouvernement, c'était pour votre prédécesseur, sur le commerce de centre-ville. Je ne vous fais pas de dessin parce qu'avec les collègues, c'est de plus en plus difficile. Et donc là, arrivé à cette période de solde, vous savez, les gens, ils attendent. Et moi, j'ai des commerçants qui me disent, moi, je ne pourrais même pas faire les soldes. Parce que sinon, je ne vais rien gagner du tout. Mais forcément, il va encore avoir une concurrence à côté avec les grandes surfaces et puis les plateformes d'e-commerce. Donc il faut vraiment avoir une réflexion pour s'adapter en fait à cette situation. Oui, c'est ce que tu as dit le ministre. Merci. Merci. La parole est à notre collègue Daniel Fargeot pour le groupe de l'Union centriste. Et ce sera notre dernière question du jour. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Comptes publics. À entendre les gouvernements successifs, l'entreprise est la solution à tous nos défis. Croissance, emploi, réindustrialisation, et je le crois. Mais à constater les arbitrages budgétaires, les entreprises restent toujours les premières sollicitées. Vous prévoyez de geler par décret l'indexation des allègements de cotisations patronales sur l'évolution du SMIC qui augmentera de 2,4%. Une mesure qui rapporterait près de 2 milliards d'euros. Résultat, c'est la double peine pour les entreprises. Une masse salariale qui augmente, des cotisations qui s'alourdissent. Le problème n'est pas tant la contribution des entreprises au redressement des comptes publics. Le problème est encore celui de la méthode. Chercher des recettes immédiates plutôt que conduire les réformes nécessaires. Et cela sans débat parlementaire qui aurait pu suggérer un recentrage des allègements sur les plus bas salaires. Après, merci. Une nouvelle fois, les entreprises subissent des changements de règles. N'hésitez pas à clipper sans si vous voyez des moments sans étude d'impact. Qui méritent le coup. Les premières fragilisées sont les TPE, les PME qui constituent le cœur économique de nos territoires. Dans un contexte d'incertitude géopolitique où nos entreprises affrontent déjà la hausse des coûts de l'énergie, des matières premières et l'accumulation des normes, comment justifiez-vous le choix de fragiliser davantage celles qui créent l'emploi et la richesse sur nos territoires plutôt que d'engager les réformes structurelles dont notre pays a besoin? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Action et des Comptes publics, Monsieur Amiel. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Fargeot. Depuis J'ai oublié de la lancer le chrono, promulgation du budget, projet de loi de finances, projet de loi de financement de la sécurité sociale, il y a une guerre qui a été déclenchée dans le Golfe Persique avec toutes les répercussions que ça a évidemment pour notre économie et pour nos finances publiques. Eh bien, merci à toi de venir, Erol. Comment est-ce qu'on soutenait de faire le choix de cette petite chaîne sans fragiliser les finances publiques? Et je me rappelle des débats que nous avions cet automne. Vous étiez nombreux, mesdames et messieurs les sénateurs, à appeler à tenir bon sur le cap budgétaire. Eh bien, nous y voilà. Nous sommes confrontés désormais à une crise, à un choc. Eh bien, nous devons tenir bon pour notre cap budgétaire. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement a choisi d'avoir des mesures de soutien qui soient ciblées et qui soient financées. Pour revenir à la question des allègements généraux de charges, il n'est pas question de baisser l'enveloppe budgétaire des allègements généraux. Et je tiens à le préciser, c'était d'ailleurs implicite dans votre question, monsieur le sénateur, ça n'a pas toujours été évident dans cette Assemblée. Certains nous pressaient d'ailleurs de baisser les allègements généraux. Nous faisons le choix de ne pas le faire, précisément pour ne pas ajouter de la difficulté à la difficulté et venir ensuite fragiliser les entreprises. Fallait-il pour autant augmenter les allègements généraux le 1er juin, puisque c'est à cela que certaines organisations professionnelles nous appelaient. Ça aurait eu un double inconvénient, monsieur le sénateur. D'abord, ça n'aurait pas été ciblé, puisque vous avez
des entreprises, celles qui payent à 2 SMIC, à 3 SMIC, qui auraient bénéficié le 2 juin d'une augmentation des allègements généraux sans être concernées par l'augmentation du SMIC le 1er juin, particulièrement avec des négociations annuelles obligatoires qui ont eu lieu tout au long du printemps. Et puis, ça aurait coûté 2 milliards d'euros, autant d'argent qui n'aurait pas été disponible pour mettre en place des aides et des soutiens ciblés. Les soutiens ciblés, c'est d'abord les exonérations ciblées. Et donc, je tiens à préciser ici que les exonérations TODE, l'EDEUM, JEI ne sont en aucun cas concernées par la mesure que nous prenons en matière d'allègements généraux et continueront à être évidemment intégralement préservées à partir du 1er juin. Et puis, c'est évidemment toutes les mesures de soutien sectoriel vis-à-vis des entreprises et des domaines d'activité en première ligne face à la crise du carburant. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, vous savez, dans le micro, je conteste ici la nécessité de redresser les finances publiques, mais comme je vous l'ai dit, il faudrait encore disposer d'une vraie stratégie. Et le fait d'avoir modifié les réductions de charges ou les exonérations de cotisations vous met aujourd'hui dans cette difficulté. Et je ne pense pas que ce soit le bon objet, puisque l'entreprise ne peut pas être à la fois la solution à tous nos défis économiques et le financeur de vos renoncements réformateurs. Merci. C'est marrant, parce que par contre, quand on demande aux gens de se serrer la ceinture en leur disant on vous réduit vos droits et on vous augmente les dépenses, là par contre, là tu peux y aller. Oui, sinon la prédiction est validée. Il n'y a pas eu de dépassement. La séance est suspendue. Voilà, c'est donc la fin de cette séance de questions d'actualité au gouvernement côté Sénat. J'espère qu'elle vous aura plu, tant du côté de Twitch que de YouTube. Si vous avez apprécié cette VOD, n'hésitez pas à me le faire savoir avec des pouces en l'air, des commentaires, vous abonner aussi. Merci à tous celles et ceux qui rejoignent cette grande aventure sur YouTube. Voilà, nous on va continuer sur Twitch puisqu'on doit parler élection consulaire et donc sénatoriale dans la foulée. Mais YouTube, si vous voulez voir tout ce qu'on dit en pré-live et en post-live, le meilleur moyen c'est de venir nous faire un petit coucou. On est en stream tous les jours du lundi au vendredi de 14h à 17h30 et donc n'hésitez pas à venir faire coucou. Les QAG, c'est le mercredi, c'est le principe. Et donc on sera très heureux, comme tant d'autres avant vous, de pouvoir vous accueillir et de vous saluer. Je vous souhaite finalement une bonne journée, une bonne soirée, de ne pas avoir trop chaud au moment où vous regarderez cette VOD parce que la vague de canicule doit continuer. Pensez à boire, à vous hydrater, c'est important. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien. À demain sans faute pour une nouvelle VOD. À ciao tout le monde.